On vient parler vélo, on vient parler cyclisme, le coup tordu, quel kiff, quel plaisir de vous retrouver pour un 379e épisode du coup tordu. Le coup tordu, pour ceux qui nous découvrent déjà, vous êtes les bienvenus. Le coup tordu, c'est un podcast de passionnés pour les passionnés. Dans le coup tordu, on fait des interviews, on fait des previews. Alors je vous retrouve en solo pour cet épisode. Vous retrouverez très vite Thibaut et Enzo qui viendront peut-être venir faire un petit tour dans le Discord, je sais pas, voilà, j'ai ouvert l'épisode de manière un petit peu inopinée, donc ils apparaîtront peut-être ou pas de manière inopinée. En tout cas, je vous retrouve pour un 379e épisode du coup tordu. On va faire tous ensemble la preview de la toute dernière étape du Tour d'Espagne 2025, la preview du Grand Prix de Montréal qui a lieu ce dimanche 14 septembre, et puis on parlera également du Grand Prix de Fourmies dans le nord de la France. C'est une épreuve qui est désormais ouverte aux bêtes en France, en ANJ. Vous le savez, il y a pas mal d'épreuves qui ont été ouvertes en France au Paris ces dernières semaines. Donc cette épreuve est pariable en France et on va avoir beaucoup de choses à dire sur cette épreuve. Ceux qui m'ont vu sur Twitter en tout début de soirée savent précisément de quoi je vais parler. En tout cas, je vais faire le message de prévention habituel. Le coup tordu est avant tout un podcast de cyclisme avant d'être un podcast de betting. Si demain il n'y a plus de betting, si le betting est interdit, le coup tordu continuera. Si demain il n'y a plus de vélo mais qu'il y a du betting, le coup tordu s'arrêtera. Donc on est vraiment un podcast de vélo avant d'être un podcast de betting. Je n'incite absolument personne à jouer. Moi je vous dis ce que je prends. Voilà, je vous donne mes arguments. Vous êtes obligés de me suivre. Vous en faites absolument ce que vous voulez. Des pronos, des prédictions. Et pour ceux qui jouent, celles et ceux qui jouent, je rappelle que jouer avec excès comporte des risques, que les jeux d'argent, si on ne le maîtrise pas, ça peut devenir un véritable cauchemar. Il y a des gens qui émotionnellement, d'après moi, ne devraient pas jouer, et c'est pas un mal. C'est absolument pas une tare. Il y a des trucs, moi par exemple, je sais pas, je suis nul pour faire la cuisine, je fais pas la cuisine. Donc il y a certaines situations où voilà, faut tout simplement pas jouer, pas forcer. Donc voilà, je suis là pour la preview, en tout cas pour les previews de des 3 courses qu'on va avoir ce dimanche. Et encore une fois, je n'incite absolument personne à jouer, et celles et ceux qui le font, faites-le en management de bankroll avec la plus extrême prudence. On part sur l'actualité vélo du jour. Alors au moment où j'enregistre l'épisode, Pro Cycling Stat est cassé. Pro Cycling Stat ne marche plus. Je vais refaire un petit essai quand même. Ça doit être à peu près mon 50 ou 60e essai depuis le début de la journée. Non, ça marche toujours pas. Alors c'est là où vraiment, je vais pas en faire des caisses, mais c'est là où on voit vraiment qu'on est allé... je pense que c'est votre cas aussi, devenu clairement dépendant de Pro Cycling Stat, à la fois pour les résultats des courses, mais aussi pour préparer les suivantes, notamment tout ce qu'il y a en termes de data, les statistiques au niveau des coureurs. Enfin, c'est là où on voit que Pro Cycling Stat fait un travail phénoménal. Et d'ailleurs, si vous remontez à l'épisode 0 du coup tordu, c'est cet épisode 0, écoutez-le un jour quand vous aurez quelques minutes. À l'époque, on avait imaginé, il y avait Thibaut qui était là, Benoît Tréanton, on avait Rémi Gémeaux qui était dans le coin, et puis Corentin également qui est un grand sorariste, alias Monaco 76, et on avait imaginé ce que serait un sorar du vélo, bon, qui est devenu Side Limit, même si les jeux, bon, je vais pas le redire, mais les jeux ont complètement évolué, et aujourd'hui n'ont plus grand chose à voir. Et à l'époque, on se demandait comment avoir suffisamment de données pour pouvoir scorer, pour pouvoir analyser des coureurs sur des courses de vélo. Par exemple, une échappée, comment savoir si sur le Tour de Langkawi, je sais pas moi, Pavel Bittner va passer, c'est un exemple que je dis, un truc à la con quoi, ou un Carn Pharma ou Pao Mikel va faire 35 km à l'avant quoi. Ça, Pro Cycling Stat le fait. Et c'est quand même assez phénoménal parce que quand on enregistre cet épisode 0, c'était en juin 2022. On pensait pas que ça puisse exister tout de suite dans l'immédiat. On est en 2025, ça fait marrer. Mais au moment où on enregistre l'épisode 0, moi, je pense lancer le podcast, le coup tordu, dès qu'on pourra jouer sur un jeu de digital fantasy gaming dans le cyclisme semblable à Sorar. Mais vraiment, je pensais vraiment démarrer ce podcast là, peut-être 2025-2026. C'est quand Valentin est venu me voir. Encore une fois, vous connaissez l'histoire. Valentin de Side Limit qui m'a dit « Attends, gros, je suis sur le projet, on est en train de mettre ça en place. » Ça m'a bougé le cul pour tout de suite immédiatement lancer le podcast. Donc, pour revenir à Pro Cycling Stat, si aujourd'hui ça nous manque, ça veut dire que ces gens-là font un travail incroyable, extraordinaire. Alors, je ne les connais pas. Je sais pas comment ça marche. J'espère qu'ils vont réparer très très vite. Je suis de tout cœur avec eux. Alors vous avez pu remarquer ces dernières semaines qu'il y a des abonnements payants à Pro Cycling Stat. Il y a aussi des fois, il faut regarder une publicité pour avoir accès au truc. Alors des fois, ça peut avoir un effet, on va dire, un petit peu chiant, parce que c'est vrai que quand on était habitué à avoir tout gratos et tout le temps, on n'a pas forcément envie de cliquer sur la pub. Mais moi, honnêtement, je les comprends. Et très sincèrement, je sais qu'il y en a que ça va faire bondir à l'écoute du podcast, mais si demain, on me dit que Pro Cycling Stat
devient 100% payant pour avoir accès à toutes les données, alors pas non plus un truc délirant, mais 3-4 balles par mois, je les paierais sans problème. Mais vraiment, vraiment, vraiment sans problème. Tellement je trouve que ce site est de qualité. Et si demain il devait disparaître, ça serait quand même un énormissime problème. Encore une fois, je ne sais pas qui est derrière, mais c'est personnellement aujourd'hui le site que je fréquente le plus. Donc voilà, donc pas de Pro Cycling Stats en ce samedi 13 septembre. Peut-être que c'est un samedi 13 qui est pire qu'un vendredi 13, je sais pas. En tout cas voilà, j'espère qu'on retrouvera bien évidemment très très rapidement Pro Cycling Stats. Je reviens également très rapidement Pro Cycling Stats. On va dériver en quelques mots sur Side Limit. Je vais faire un nouveau système pour les tirages au sort. Hein. Voilà, je vous ai offert pour ceux qui sont passés par notre code de parrainage coup tordu 0 avec le chiffre 0 qui se sont inscrits sur Side Limit. Voilà, il y a des tirages au sort assez régulièrement. Ce que je vais faire, c'est chaque fois qu'il y a 5 abonnés, je vais faire un tirage au sort. Donc là, vous êtes 187 à être passé depuis le début de Side Limit, à être passé par notre code de parrainage coup tordu 0 avec le chiffre 0. Alors je le dis de temps en temps, malheureusement, il y a des auditeurs du podcast qui me disent moi je me suis inscrit sur Side Limit mais j'étais pas passé par ton code de parrainage. Est-ce que tu peux me mettre dans les tirages au sort? Là malheureusement les gars, je peux rien faire. Là je suis désolé, je peux rien faire. Valentin m'envoie la liste de ceux qui sont passés par notre code de parrainage et je fais des tirages au sort. Je vous offre des rewards, des cartes sur Side Limit parmi celles et ceux qui sont passés par nos codes de parrainage. Donc vous êtes 187 en tout hein, depuis le début du podcast, depuis qu'on a lancé les parrainages, hein, on l'avait pas fait tout de suite. Donc 187 à être passé par notre code de parrainage coup tordu 0. Dès qu'on arrive à 190, je ferai un nouveau tirage au sort. Et à chaque fois, on fera comme ça. On fera tous les 5 nouveaux abonnés. Et à chaque fois, j'offrirai une carte sur Side Limit. Donc là, si par exemple on prend 8 abonnés d'ici au prochain épisode du coup tordu, vous serez 195, je ferai un tirage au sort pour 2 cartes et on va fonctionner comme ça. Donc je vous redonne notre parrainage coup tordu 0. Je rappelle que c'est une bonne période pour arriver sur Side Limit parce qu'après les grands tours, les marchés commencent un petit peu à chuter. Vous avez encore beaucoup d'épreuves jusqu'à la fin de l'année. Vous pourrez vous faire la main de manière totalement gratuite en Ligue 4, voir si le jeu vous plaît déjà. Bien évidemment, intégrer les rouages du scoring, ça va très très vite. Hein. C'est comme tout, ça se prend en main assez vite, mais une fois qu'on a pris en main le jeu, je peux vous assurer qu'on prend un pied, mais on prend véritablement un pied terrible à jouer à ce jeu de fantasy où l'on possède ses propres cartes. Et je rappelle, et c'est très important, que Side Limit n'est pas partenaire du coup tordu. Encore une fois, c'est un projet auquel je crois, et c'est pour ça que j'ai créé également le podcast. Pas que pour ça, mais c'est aussi pour ça que j'ai créé le podcast. Et ce projet, je le suivrai jusqu'à la fin, jusqu'à la fin du coup tordu. Je vous annonce que moi, le coup tordu, je m'inscris vraiment dans la durée et on est là pour de très 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 longues années. Toujours dans l'actualité vélo, alors il y a quelque chose que je voulais débriefer, je voulais vraiment débriefer ça et vous donner mon point de vue, mon analyse sur la victoire de Loulou, sur la victoire de Julien Alaphilippe, sur le Grand Prix de Québec. Loulou, de toute façon, il est iconique, il est légendaire. Il y a que Loulou qui est capable de nous faire passer ce genre d'émotion. Il restera dans l'histoire pour ça. Quand il est plus là, il renaît de ses cendres tel un phénix. Alors tactiquement, je voulais quand même qu'on revienne un petit peu, ce qui pour moi, alors certains l'ont pris pour un fou, pour moi on est dans du chef-d'œuvre, on est peut-être sur du génie tactique, pour moi c'est une véritable masterclass. Et je vais vous expliquer mon point de vue, vous pourrez me reprendre sur les réseaux sociaux si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais je vais vous expliquer un petit peu comment je vois les choses. Alors déjà, première chose, la stratégie des UAE. J'ai vu que la stratégie des UAE avait été décriée sur les réseaux sociaux. Moi, la stratégie des UAE, je la trouvais pas si conne que ça. Et je la trouvais même plutôt bonne. À vrai dire, la strat, elle était simple. C'était de placer un pion à l'avant pour dire à Tadej Pogačar derrière, si jamais c'était un peu compliqué ou s'il se retrouvait un peu isolé, moi les gars, j'ai un mec devant, en l'occurrence Pavel Sivakov, donc j'ai pas à rouler. C'est à vous de faire le travail. Donc on aurait ramené tranquillement Tadej Pogačar sur le porte-bagages et il aurait remporté la course. Et de l'autre côté, le mec à l'avant, Pavel Sivakov, attendez les gars, vous êtes mignons, hein, mais moi j'ai Tadej derrière, j'ai pas à rouler. Donc dans les deux cas, on se fait amener d'un côté et de l'autre. Sauf que, ça aurait pu marcher, ça aurait pu fonctionner. Sauf que il y a un mec qui s'appelle Julien Alaphilippe. Et pour moi, la manière dont il a couru, et si vous reprenez le film de la course, pour moi, il avait l'information. Voilà, je vous le dis. Alors, je dis pas
qu'il a fait de l'espionnage industriel. Mais Loulou, c'est un mec qui est très politique, qui connaît énormément de monde dans le peloton. Ça fait plus de 10 ans qu'il est là. Il connaît forcément du monde. Et comme c'est un mec sympa, c'est aussi un mec à qui on se confie, à qui on dit des choses. Donc peut-être que quelqu'un a lâché une information qui est revenue à ses oreilles. Pas forcément de manière volontaire, hein, pas forcément de manière insidieuse. Mais pour moi, il a couru comme s'il savait à l'avance quelle serait la stratégie des UAE. Et pour gagner la course, pour lui, la seule stratégie, c'était d'anticiper cette stratégie, c'est-à-dire de leur mettre une stratégie dans la stratégie. Déjà, ce qui est très bizarre, c'est qu'on a vu les Tudors rouler sur le début de la course. Jusqu'à ce que Loulou sorte à 80 km de l'arrivée, les Tudors ont roulé. On a fait rouler Maillotfer, on a fait rouler un petit peu tout le monde. Donc déjà, c'était un petit peu particulier. Quand il sort à 80 bornes, rappelez-vous les commentaires de Steve Chenel, il le prend pour un fou. Et je prends pas du tout Chenel pour un fou parce que je suis assez d'accord avec lui sur le moment. Je me dis, il fait absolument n'importe quoi. Pareil, quand il y a un téléspectateur d'Eurosport qui a posé la question via le hashtag, et c'est remonté à Steve Chenel, quand ils lui ont posé la question, est-ce qu'aujourd'hui on serait pas en train de jouer par hasard la carte Pavel Sivakov, il a dit non, pas du tout. Mais moi j'étais aussi d'accord avec ça. J'avais pas lu la stratégie des UAE de cette manière-là. J'étais persuadé qu'à un moment donné, on allait décrocher Pavel Sivakov pour remonter Tadej Pogačar, ce qui ne s'est pas produit. Donc Loulou, il part à 80 km de l'arrivée dans un groupe de contre, et vous remarquerez qu'il arrête complètement de rouler à partir du moment où Pavel Sivakov intègre le groupe. Et là, à partir de ce moment-là, il nous fait du Thomas Voeckler. Hein. Il nous fait, il nous fait un sketch. Il faut lui donner un César. Là, faut pas lui donner un Gérard. Faut vraiment lui donner un César. Moi, je demande le César. Je demande le vélo d'or pour Tadej Pogačar. Je demande le César du meilleur acteur à Julien Alaphilippe. Et puis, alors, au passage, je le dis quand même, c'est important. Ah là, bravo à la Tib, bravo à Thibaut qui a rentré Loulou à 125. Magnifique. Bravo, bravo au good game à Thibaut. Mais Thibaut, voilà, il le connaît son Loulou. Voilà, il se déhanchait, il grimaçait, et puis il se faisait traîner sur le porte-bagages. Mais pour gagner la course, c'était la seule stratégie. Pour lui, s'il voulait gagner, c'était le seul passage. Alors certains trouveront ça pas beau, mais en attendant, en restant dans le groupe, il était évident que dans la dernière ascension, il aurait plus de jambes que Pavel Sivakov. Et lui, je pense que Loulou, il avait plutôt misé sur un retour de l'arrière de Tadej Pogačar, et lui, dans sa tête, il a dû se dire, mais si Tadej revient, la seule solution que j'ai, c'est qu'il s'épaille un petit peu sur les 20-30 derniers kilomètres pour essayer de rentrer sur nous, et que moi, je sois tranquillement en train de fumer la pipe dans le groupe à l'avant, en train de récupérer, et là, à ce moment-là, face à un Tadej qui aurait multiplié les efforts, et moi qui aurais un petit peu plus géré, je peux éventuellement avoir une chance. Je pense que c'était son idée de base. En tout cas, pour moi, tactiquement, mais c'est incroyable. C'est du papier à musique, c'est du génie tactique. Moi, j'adore. Je suis complètement fan. Je pense qu'il pourra pas le refaire une deuxième fois. Alberto Bettiol. Alors, personne peut dire du mal de Julien Alaphilippe parce que tout le monde aime Julien Alaphilippe, mais Alberto Bettiol à l'arrivée, quand il a dit voilà, bravo Loulou, grand champion machin, il avait quand même un petit peu l'œil qui pue la merde. Vous savez, Julien Alaphilippe, c'est un peu ce mec qui est tellement solaire, qui est tellement c'est le jour où il arrive et il pique ta meuf, t'as juste envie de lui dire bravo mec. Voilà. Alors, je dis pas, voilà, c'est un exemple, mais dans l'idée c'est un peu ça. Dans l'idée, c'est le mec, voilà, t'as envie de... Et il en joue énormément. Et je pense qu'il a optimisé dans sa carrière énormément de résultats parce que c'est un animal politique. Julien Alaphilippe, c'est comme ça, t'as envie d'être son pote. Le petit débrief également, de la 20e étape de la Vuelta. Je vais quand même parler de nos PLT parce qu'on a plutôt bien croqué sur les PLT sur cette Vuelta. Alors tout n'est pas rentré, mais on a quand même un bon petit bilan au niveau des PLT, ce qui fait qu'on a un bon petit bilan pour le mois d'août. Ça aurait pu être un peu mieux, mais on sort quand même un bon mois d'août. Le mois de septembre, pour l'instant, c'est pas dingue, mais le mois de septembre est très très loin d'être terminé. Alors, on a passé. Bon, Almeida, ça rentre pas, mais je retire rien sur mon analyse. Alors, soi-disant, il était malade. Jonas aussi aurait été malade. On sait pas trop ce qui serait passé si le chrono avait été mis à 27 bornes. Enfin bref, voilà, on refera pas l'histoire, mais en tout cas, le bet ne rentre pas, mais des fois ça rentre pas. Mais on peut être très content de ces analyses. Donc sur les PLT, Dulo Ciccone, meilleur grimpeur. Bon, ça malheureusement ça rentre pas.
mais on avait quand même pris une balue de dingue. Ça partait à 15, ça avait fini à 3 avant la course. Donc ça, si c'était à refaire, je le prendrais tous les jours. Tiberi devant Juan Ayuso. Ça rentre. Alors ça, j'avoue que c'était à 2,72. J'avoue que ça a été plutôt châteux, voilà, parce que les deux n'ont pas joué le classement général, se sont vraiment relevés. Je crois que Tiberi fait dans les 40e, Ayuso dans les 60e, mais le fait que ça tourne plutôt du bon côté, ça, c'est plutôt pas mal. Valentin Paré-Peintre, top 10 de la Vuelta, c'était un min-bet. On le saura jamais. Voilà, on le saura jamais. Peut-être celui sur lequel j'ai le plus de regrets, c'est Gall face à Pellizzari en match-up, qui ne rentre pas à quelques secondes près. Je crois que ça joue à une quinzaine, à une vingtaine de secondes. Pour rappel, Pellizzari avait dit qu'il ne jouerait pas le classement général. Donc voilà, type de bête que je prends et que je prendrai tous les jours. Le team classification des UAE à 2,50. Alors ça rentre comme une lettre à la poste. Bon, Joao Almeida, voilà, ça rentre pas. Guillaume Martin, on avait pris une mini croquette sur sa victoire au classement des grimpeurs. Bon, ça rentre pas. Et enfin, le tout dernier, Mats Pedersen au maillot vert. On en avait pris une première couche avant la Vuelta. On en avait repris une deuxième couche juste après l'étape 1 où il s'était complètement loupé sur le sprint. La cote était remontée à 1,91 et même après l'étape 3, je crois, la cote était remontée à plus de 2. On avait du 2,10, du 2,20. Voilà, 2,25. On en avait repris à 2,25 exactement. Voilà, du Mats Pedersen. On en avait pris à 1,57 et on en avait pris à 2,25. Donc, voilà. Donc, dans l'ensemble, ça fait un bilan assez positif et ça fait un joli mois d'août pour cette Vuelta 2025. Donc pour ce qui est de l'étape, voilà, mérité, Jonas Vingegaard. Après, voilà, moi, si on retire l'aspect Paris, moi j'adore Jonas Vingegaard. Pour moi, il mérite amplement de remporter une Vuelta. Alors on va voir les déclarations demain après l'arrivée à Madrid. Est-ce qu'il va nous dire que désormais son idée, ça serait d'avoir la triple couronne, c'est-à-dire d'aller gagner un Giro pour avoir gagné sur les 3 grands tours? C'est aussi une possibilité. Voilà. Est-ce qu'il va nous dire voilà, je m'accroche une nouvelle fois pour tenter d'aller chercher le Tour de France? Je pense qu'il devrait se laisser le temps de la réflexion. Regardez un petit peu comment Tadej Pogačar a digéré son été. Est-ce qu'il n'y a pas une véritable cassure après le Tour de France? Est-ce que Tadej va gagner Kigali? Est-ce que Tadej va gagner le Tour de Lombardie? Moi, je pense que oui. Voilà. Est-ce qu'il se remet en mode absolument tout écrasé ou est-ce qu'il est un petit peu plus humain? Moi, je serais la Visma, je me laisserai le temps de la réflexion. J'attendrai aussi un petit peu de regarder les parcours. Si Tadej paraît effectivement complètement injouable, tant pis pour nous pour le spectacle, à condition évidemment que Tadej aille pas sur le Giro. Mais je serais Jonas. Je tenterais plutôt le Giro. En revanche, si Tadej montre des signes de perfectibilité, des signes de faiblesse, là effectivement je tenterais d'aller chercher un 3e Tour de France. Pour ce qui est de l'étape en elle-même, voilà, après les coureurs font ce qu'ils peuvent, bien évidemment. La stratégie des UAE, pour moi, il n'y avait pas mieux à faire. Ils ont fait exactement ce qu'il fallait faire, à savoir imprimer un gros train. Et si Almeida voulait aller chercher cette Vuelta, fallait tout simplement qu'il soit plus fort que Jonas Vingegaard. Et ça n'a pas été le cas sur cette étape, même si je le redis encore une fois, pour moi sur les 3 semaines de Vuelta, ils étaient assez proches l'un de l'autre. Donc finalement, si on fait un mini bilan des 3 grands tours cette année, pour moi, de mon point de vue, chacun aura son point de vue, mais pour moi, de loin, le plus beau des 3 grands tours cette année, c'était le Giro, et pourtant on n'était pas fan du parcours au départ, comme quoi. Pour reprendre le proverbe, c'est les coureurs qui font la course. Et l'étape de la Finestrée, bien évidemment, où Simon Yates retourne le Giro. Là, clairement, on est sur une étape de légende dont on reparlera pendant des années et des années. On va basculer sur les previews. Alors, je vais commencer par celle sur laquelle j'ai le moins de choses à dire. On va commencer par la dernière étape de la Vuelta, donc sprint dans les rues madrilènes. Je déteste les dernières étapes des grands tours, sauf si c'est un contre-la-montre, s'il y a un enjeu, s'il y a quelque chose comme ça. Alors si j'ai regardé cette année la dernière étape du Tour de France, où c'était sympa parce qu'il y avait la côte dans la rue Le Pic, mais sinon je suis vraiment pas fan des dernières étapes sur les grands tours, surtout quand ça se finit au sprint. Alors c'est pas contre les sprinteurs, mais moi ça me fout le cafard. En plus, dernière étape des 3 grands tours, je crois que je sais pas. La dernière fois que j'ai regardé une dernière étape sur le Tour d'Espagne, je sais même pas si j'en ai regardé une dans ma vie. Peut-être un peu le chrono qui avait été remporté par Roglic il y a 2-3 ans. Mais non, j'aime pas trop ça. Alors après, évidemment, il y a Jasper Philipsen, bien sûr, forcément. Mais ça, c'est du fantasy. Clairement, Philipsen, c'est du fantasy parce que la cote à 1,40 sur un sprint, ok, oui, il est largement au-dessus. Il peut pas, logiquement, lui arriver grand-chose. Voilà, l'étape fait 100 bornes.
Au niveau de la météo, ça y a un peu de vent, mais ça devrait pas non plus casser la course. Mais par contre, un 40, non, c'est bien coté. Il y a absolument zéro value. Donc voilà, donc ça sera juste du fantasy. Voilà, il faut pas être un génie pour comprendre que Jasper Philipsen va remporter cette dernière étape du Tour d'Espagne. Donc voilà, ça sera de la fantasy, ça limite pour cette dernière étape de la Vuelta. Je vais aller sur le Grand Prix. Allez, on passe par quoi ? On passe par Fourmi. Allez, on va aller sur le. C'est sur Fourmi où j'ai le plus de choses à vous dire. Donc on va aller sur Montréal. Voilà, on va aller sur Montréal et on terminera par Fourmi. On va aller sur Montréal. Donc on est quand même sur 4500 mètres de dénivelé sur 209 km. Très sincèrement, encore une fois, même si Tadej a dit qu'il voulait un pic de forme pour les championnats du monde, mine de rien, les championnats du monde, c'est quand même dans pas très très longtemps. Donc l'objectif, c'était d'avoir le pic de forme au championnat du monde et le conserver jusqu'au Tour de Lombardie. Ça veut dire que là, on doit avoir un Tadej qui est à peu près à 88-90%. Est-ce qu'un Tadej à 88-90% sur un parcours à 4500 mètres de dénivelé sur 209 km, est-ce que ça suffit pour remporter la course ? Moi, je pense que oui. Maintenant, j'y mets pas non plus un penalty sans gardien. J'y mets un penalty avec gardien. C'est-à-dire que Tadej, je le donne à peu près à 80% de chance de gagner. Donc, est-ce que la cote à 1,35 dans ces conditions, elle évalue ? Pour moi, oui. Mais c'est pas non plus une grosse mise si vous voulez. Donc 1,35, ça sera 0,25 de bankroll, histoire d'aller prendre une petite piécette dans l'histoire parce qu'il n'y a pas de raison de pas la prendre. Alors après... il pourrait aussi y avoir le combiné Philipsen, Tadej Pogačar, mais moi je crains vraiment la pondérable sur le sprint de Madrid, donc vraiment je ne toucherai pas. Mais voilà, 0,25% de bankroll, je vois pas trop ce qui peut... au niveau de la stratégie, c'est beaucoup plus simple que sur Québec. Là, les UAE ont juste à imprimer un gros rythme. Alors c'est vrai que l'année dernière, ils remportent la course avec seulement 24 secondes sur Peyo Bilbao. Bon, est-ce qu'il était déjà pas un petit peu en gestion à la fin ? Il paraît pas complètement invincible. C'est-à-dire Tadej à 90%, il paraît pas complètement totalement invincible. On va pas avoir un truc comme on a vu sur l'Estrade Bianche les 2 dernières années où il arrive. Enfin quoi que cette année sur l'Estrade, ça a été aussi un peu serré, un peu plus serré que l'année d'avant. On va pas avoir un truc où il va broyer tout le monde, mais je lui donne quand même un gros avantage. Donc 0,25% de bankroll, la cote à 1,35 pour la victoire de Tadej. Et ensuite, il y a des top 3 qui m'intéressent. Alors au moment où j'enregistre le podcast, j'ai pas encore les top 3. Je vais juste quand même aller faire un petit tour. J'avais vérifié juste avant l'enregistrement, mais j'ai pas la suite. Je crois que Thibaut est parmi nous. T'es là, Thibaut ? Yes, Thibaut, t'es là ? Oui, je suis là depuis un moment. Ah merde. On n'a pas pu profiter de toi, Thibaut. On n'a pas pu profiter de toi, effectivement. J'avais pas levé un bouton. Heureusement que j'ai pris le smartphone d'ailleurs pour aller vérifier quelques trucs. Alors Thibaut, déjà félicitations. Est-ce que tu as entendu quand je t'ai félicité pour la cote d'Alaphilippe ? Oui, j'avais beaucoup de choses à dire sur la stratégie d'Alaphilippe. Ah bah vas-y, reprends-moi, on va en débattre très très bien. Non, mais on va pas en débattre dans le mauvais sens. C'est que je suis d'accord avec toi, c'est une masterclass. Il avait l'info ou pas ? Masterclass d'anticipation. Je sais pas s'il avait l'info, moi, mais en fait, avait l'info. Non, moi je pense qu'il est surtout très intelligent et qu'il savait que si tu veux battre Tadej Pogačar, faut anticiper. Et c'est pour ça qu'il a fait rouler son équipe très tôt. En fait, il a fait le modèle de son mondial de Louvain, où on fait rouler assez tôt, on attaque très tôt, et puis advienne que pourra. Si tu veux battre Tadej Pogačar, faut anticiper. Et il l'a fait de fort belle manière. Après, il a rusé, il a pas roulé, il a roulé un peu contre nature, hein, parce qu'on le sait, c'est un mec, un petit sanguin. S'il est devant, il aime bien rouler, attaquer. Là, il a dû se contenir. C'est plus le chien fou que c'était. C'est plus le mec avec 36 000 cartouches. Mais par contre, quand il la met, elle est vénère. Est-ce qu'il a pas retenu aussi la leçon du dernier Amstel ? Bah, sans doute aussi. C'est sans doute ça. Il sait très bien que si Tadej attaque, il ne le suivra pas, il va se cramer les ailes. Donc, comment faire pour contrer Tadej dans ces cas-là ? Faut l'anticiper. Non mais ouais, mais on peut lui reprocher, je sais qu'il y en a qui aiment pas forcément ça, mais la réalité, non, c'est pas beau. S'il voulait gagner la course, c'était la seule méthode. Ah oui, très clairement. C'est pas très beau, c'est pas très ragoûtant. Après, de toute façon, dans tous les cas, il y a un mec comme Alberto Bettiol qui est totalement d'accord avec ça. Fallait contrer les Emiratis, fallait pas se contrer que Tadej Pogačar. Donc, on a été content que ce soit Loulou qui le fasse.
Et en fait, il est un peu dans son momentum. On sait qu'il est toujours très fort à ce moment-là de la saison. On l'a vu sur le Tour de Grande-Bretagne. Il était en forme. Pour moi, en fait, c'était un coup à tenter. Même si je voyais Tadej Pogačar écraser potentiellement cette course, l'abattre, abattre la concurrence, bah, on sait jamais de quoi est fait. Donc, et on sait jamais comment les coureurs vont courir les courses. Et surtout contre Tadej Pogačar, et visiblement, on a un peu plus de mordant sur ces courses au Canada. Donc, j'ai hâte de la prochaine. Alors, Thibaut, bah justement, on était dedans. Tu veux qu'on revienne rapidement sur le sprint de Madrid? T'as des trucs à dire ou pas? Bah, en vrai, est-ce qu'on n'essaierait pas, si on devait aller sur quelque chose d'autre qu'un sprint? Parce qu'on l'a vu il y a 2 ans quand même sur ce circuit. Ouais, bah il y a 2 ans sur ce circuit quand Pipo avec Dens et tout sortent et se font bouffer. Grooves il gagne en échappée. Hein. C'est vrai que Ghana fait 2e, je m'en rappelle. Et Dens aussi, hein, il résiste au retour du peloton des sprinters. Est-ce que avec un peloton fatigué, on tenterait pas ces gros rouleurs à la Pipo Ghana qui sortent et tout? Moi, si je devais tenter un seul coup sur cette étape, mais vraiment, hein, c'est juste histoire d'eux, je partirais sur Jevine. Ah ouais, ça serait. Les Emiratis sont tout le temps à l'attaque. Jevine, il a peut-être un peu rongé son frein sur cette dernière étape où il a été très fort. Ah, il avait la gagne dans les jambes. Et puis, honnêtement, on est sur le podium. Là, on va dire aux gars d'aller faire ce qu'ils veulent sur cette étape. On va laisser carte blanche à Ivo, qui peut miser sur un peu 2 scénarios, devant, derrière. Mais pour moi, un mec comme Jevine, ça peut sortir dans un petit groupe et pourquoi pas essayer de les surprendre et avec ses qualités de rouleur résister. On sait jamais. Bah, c'est vrai que la clé c'est un peu Ghana. Si Ghana il retourne s'amuser comme il y a 2 ans à l'avant, Ghana et Dens. Hein. Ouais, mais si Ghana sort, ça veut dire que les Ineos vont pas rouler. Donc derrière pour rouler, c'est vrai que les Alpecin, sur la dernière victoire de Philipsen, ils se sont simplement contentés de le placer dans les derniers kilomètres et ils ont laissé tous les autres faire un peu le boulot. Et c'est ce qui est logique parce que regarde les Alpecin, ils ont quand même pas mal d'abandons et regarde les équipes de sprinters qui dominent ce plateau. Il y a des absents. Donc pour contrôler une course, c'est peut-être un peu plus dur. On a un peloton qui est fatigué et au-delà d'être fatigué, on a des équipes de sprinters qui sont diminuées par les abandons. Donc s'il y a une occasion d'aller leur faire la nique, c'est potentiellement de prendre des gaziers et de tenter le coup. Et bon, si je tente un coup Jevine, honnêtement, si un gazier sort comme Ghana, il a quand même l'avantage d'être rapide. Donc il faudra s'en défaire et quand tu vois la forme de l'animal en cette fin de saison, cette fin de grand tour plutôt sur cette 3e semaine, Ghana aussi peut aller la chercher. Hein. Ah bah c'est sûr que s'il y a un groupe qui sort genre Kung, Ghana, Nico Dens avec 5 ou 6 gaziers à l'avant, je souhaite bon courage. Si en plus les Lidl Trek la prennent un peu en dilettante en se disant le sprint sur place c'est quand même un peu compliqué pour Mads, il a déjà le maillot vert qui est assuré, on va pas non plus aller faire n'importe quoi pour le foutre en l'air à la Abdou Japarov Champs-Élysées 92. Mais je suis même pas sûr en fait que Mads tente le coup. Son maillot est assuré. Ouais. Il y a quand même les championnats d'Europe qui arrivent, qui sont un gros objectif qu'on a compris pour lui. Je suis même pas sûr qu'il participe à ce sprint. Oui, non mais ouais. Ouais, aller prendre des risques, aller frotter. Donc effectivement, s'il y a Ghana devant, il laisse un os à ronger et puis genre il laisse Danoule aller sprinter. Hein. Ça aussi, ça peut être ouais. Ah tu sais quoi, même pire encore, il est même capable d'aller lui faire le lead out. Ah complètement quoi. Il est complètement. C'est combien la cote de Putain, tu sais quoi Thibaut là, tu vas me refaire craquer sur un match-up. Ouais, parce que s'il y a du Danoule en match-up qui est proposé quelque part, moi je vais ressombrer quoi. Ne ressombre pas dans de tels délires. Non mais pour moi c'est complètement cohérent. Tu vois même Orluis Saolar devant Pedersen à 2,48 parce qu'à Olar il va quand même le tenter. Et alors, je vois pas de Danoule proposé en match-up, donc je vais pas craquer, mais ouais, pour moi c'est
Bon, je vais pas y aller, mais pour moi, la théorie de Mats Pedersen, il me semble qu'on avait déjà vu ça en plus sur, je sais plus quelle course. Sur En début de saison, c'est pas à Bessèges en Provence. Ouais. Après, sur un grand tour, j'ai plus trop de souvenirs, mais du côté du Tour de la Provence, on l'a déjà vu essayer de faire gagner un coéquipier. Ah ouais, non, mais il a croqué ses étapes, il a son maillot vert, il a ses objectifs. Pour moi, enfin, tu vois, on est dans la situation. Rappelle-toi sur le Tour de France, Wout van Aert qui avait laissé la prio à Christophe Laporte. Hein. On est complètement dans cette situation-là, quoi. Pour moi, c'est assez, c'est pas les mêmes étapes, mais pour moi, c'est assez similaire. Bon, je vais rien prendre parce que je vais pas. Mais tu vois, par exemple, on va rester, on va attendre peut-être les top 10, mais Danoule, s'il fait le sprint à la place de Pedersen, potentiellement, il peut aller chercher quand même un top 10. La victoire à 400, le top 10 peut être intéressant. Le top 10 peut être intéressant. Eh ben, je vais attendre les top 10 et il y aura du top 10 de Danoule, ami du coup tordu. Voilà. Oui, surtout que le dernier sprint, il va chercher un top 10 en plus. Ah ouais, bah, du coup, ce sera peut-être un peu bas. Qu'il n'y a pas toujours de corrélation avec la cote victoire. Regarde, mais non, mais c'est le top 10 qu'il va chercher, c'est sur le chrono, pardon. C'est con. Non, moi je pense que top 10 vu que First Cycling est la solution de secours en ce moment. Ouais. Tu sais pas ce qui se passe là, Pro Cycling Stat là pour Pro Cycling Stat. Je sais pas, je sais pas si c'est un problème technique ou si c'est une petite force attaque où tu fais sauter le site, mais du coup c'est une opération commando contre le site. Pourquoi? Peut-être pour quelques-uns de ces tweets assez acerbes contre les manifestants, je sais pas. Ah, j'ai pas vu ça. Alors ça, j'ai pas vu. Voilà, ça j'ai pas vu. Ouais, il est entre deux, il est le cul entre deux chaises quand même. Il est dans sa communication, ce qui est assez logique. Hein. Il n'a pas non plus envie de. Il a déjà vu des fois, sur certains sujets, il est un peu polémique et dissension, donc il essaye de mettre un peu plus de pommade dans ses discours pour essayer de heurter le moins possible, le moins de gens. D'accord. Ah, je savais pas du tout. Alors ça, franchement, moi, je m'arrête. Je savais pas du tout. Là, tu m'apprends des choses. Moi, je m'arrête vraiment à des statistiques, des résultats, de la data. Je vais pas. J'ai pas été au-delà de tout ça. Après, sur certains trucs, attention. Hein, on rappelle quand même que Pro Cycling Stat, c'est un mec qui fait de la data. Donc, la data, c'est qu'il va chercher les données. Et quand tu vas chercher les données, tu vas chercher quelque part. Donc quelque part sur certains sites en pâtissent aussi parce que c'est des sites qui ont peut-être un peu moins de financement, qui ont plus de difficultés et qui eux ne sont pas payés. Donc attention. Et je pense par exemple, et c'est Pierre Carré qui le mettait en avant, quand sur certaines courses jeunes t'as des lives qui sont proposés sur Pro Cycling Stat, c'est qu'ils pompent le feed de Direct Vélo, tu vois. Et donc le travail de Direct Vélo plus en amont. D'accord, ok. Bon, ouais, écoute, tu m'apprends des choses. Tu m'apprends des choses, Thibaut. Quand il y a des infos sur certaines échappées, des trucs dans le genre sur les grands tours, bon, il est un peu présent et tout, mais c'est pareil. Tu peux pomper les données et les recopier depuis des race centers. Donc, ça reste du copier-coller d'autres sources. D'accord. Donc, attention quand même. Ok. Il y a des stats intéressantes, mais sur les lives, il y a quand même du truc où, si t'as moyen, va suivre sur les formats qu'ils le donnent en direct, tu vois. D'accord. Ok, ça marche. Et ben Thibaut, merci pour toutes ces infos. Du côté, on va revenir au Canada, donc après la petite analyse de la 21e étape de la Vuelta. Québec, Montréal. Penalty pour Tadej, pour toi ou pas? Tout dépend comment courent les Emiratis, comment courent les adversaires pour essayer de contrer les Emiratis sur ce type de circuit. C'est peut-être un peu moins facile de contrer UAE s'ils se mettent à rouler pour Tadej Pogačar. Après, est-ce que Tadej Pogačar m'a rassuré dans sa façon de courir, etc. Sur ce type de circuit? Honnêtement, s'il s'isole, bon, mais vu comment il courait comme un chien fou, il a, semble-t-il, pas non plus trop l'objectif d'écraser ses courses. J'ai plus l'impression qu'il veut courir n'importe comment, gagner l'intéresse peu, et puis même s'il perd, en fait,
c'est peut-être mieux pour lui parce qu'il sera peut-être dans sa tête peut-être un peu moins marqué sur le mondial, tu vois. Donc est-ce que c'est un penalty? Est-ce qu'il ferait pas aussi dans cet esprit d'être un peu plus sous les radars en vue du mondial, exprès de perdre cette course, essayer de faire gagner un coéquipier, peut-être. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui s'est cassé pendant le Tour de France? Je pense qu'on va avoir la réponse dans les semaines qui viennent. S'il écrase mondial et Lombardie, non. Mais s'il gagne pas tout. Ça dépend aussi de sa tête à la fin des courses, des trucs dans le genre, voir si en fait ce vélo qui le bride un peu, ce vélo où il se fait de plus en plus critiquer aussi, est-ce que ça lui pèse pas un peu moralement? Ah oui. Ça peut, hein. Ouais. Et je me demande, on a su ce qu'ils se sont racontés là avec Paul Lapera dans le... À un moment donné. Non, j'en sais rien. Non, d'ailleurs, si on parle de Tadej Pogačar potentiellement battu, ça semble pas non plus être un profil pour Paul Lapera, mais moi je m'y dirige en fait. Paul Lapera, il est dans une forme, il est dans une forme terrible. Ah ouais. Bah oui, il est dans une forme terrible. Un loulou, toujours bien enchaîné les deux courses. Honnêtement, un Paul Lapera dans ce type de forme, il peut passer ses difficultés. Je vois pas pourquoi, par exemple, l'année dernière, dans le groupe derrière Tadej Pogačar, il y a un mec comme Tom Skuins qui est présent, et pourquoi ce Paul Lapera ne le serait pas? Ah bah, Paul Lapera, déjà, il aime bien les parcours qui font plus de 200 bornes. On l'a vu, alors l'Amstel, c'est quand même des talus qui sont un petit peu moins longs, mais il y a aussi il y a aussi 2-3 talus qui se rapprochent de ce qu'on va avoir ce dimanche. Et c'est là où on voit quand même la différence des choix tactiques. C'est que moi, je pense que sur la course de Québec, Lapera est peut-être plus fort qu'Alaphilippe. Sauf que Lapera, tactiquement, il décide d'axer complètement sa course sur Pogačar. Tu vois ? Et moi aussi, je l'ai trouvé... il est dans la zone, quoi. Il est vraiment... moi, Lapera, moi, il y a deux noms que j'avais cochés pour les top 3. J'ai Benoît et Lapera, moi. Alors, Benoît, j'ai hésité. Moi, j'en ai un... Ah, si j'avais dû en mettre 3, c'était Benoît. Alors du coup, bon, peut-être le rajouter. Mais attends, je vais... Eulaio, c'est un peu la propagande populaire. Ouais, mais il est pareil. C'est vrai qu'il est fort en ce moment. Ouais. Il est fort en ce moment. Après, là où j'ai un peu de mal avec Eulaio, c'est que pour le moment, sur toutes les courses où je l'ai vu, il me manque dans ces moments de course un peu de cette vista, tu vois. Il n'a pas encore le nez et le flair, tu vois, des champions. Après, là... c'est vrai que 4005, c'est plus un puncher. Là, ça va jouer à la jambe. Moi, j'ai l'impression que, tu vois, autant Québec, ça joue à la jambe et à la tête, autant Montréal, ça joue plus à la jambe, en fait. C'est enchaînement de montée. Ça dépend vraiment des Émiratis. Ça dépend vraiment des Émiratis, comment ils vont rouler. S'ils roulent en mode rouleau compresseur pour Tadej Pogačar, là, ça va être la course à l'élimination, un peu comme aujourd'hui sur la Vuelta, quoi. Totalement. Bon, il y a pas encore je crois qu'il n'y a pas encore de top 3 mais je crois qu'on n'a pas. Ici, c'est sorti. Ah ouais, d'accord, ok. Tu les as chez. C'est sorti il y a un moment. Bah, tu les as où, toi, les top 3 ? Ah oui. T'as commencé le podcast il y a 3 quarts d'heure. Je le vois au chrono. Et les top 3 étaient sortis 10 minutes avant. Ah ouais, d'accord. C'est commencé à peu près. Ok. Eh bah écoute, Paul Lapera, allez hop, on va y aller sur... Lapera, il est open à 20. Ouais, bah là, tu le vois, là, il est à 12. Il est à 12, ouais, mais ça me plaît bien. Et Eulaio, il est open à 30 sur certains books. Et il a peut-être baissé à 20 un peu partout. Et c'est que chez Bruel pour l'instant ou il y a d'autres je crois que c'est chez 7LM que tu l'as à 30. D'accord. 7LM, alors... Tac. Ah bah oui, je crois, si je te dis pas de bêtises. Allez, un petit 0,05 pour Lapera. Tu m'as dit, qu'est-ce qu'il y avait à 30 Eulaio le Eulaio, ouais. Ouais, non, il est descendu à 20. 0,03 pour Eulaio. Et Benoît, il est à combien, Benoît Il est à 20 ici. Ok. Bah, pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres noms, d'autres profils qui t'intéressent Non, je vais me contenter de ça. Et puis, j'aviserai en live... Quand tu vois certains coureurs, il y a potentiellement, en fait, c'est souvent une course un peu à l'arrière, surtout en termes de podium, une course de marquage, une course d'attaque, donc avec des groupes, tu vois, qui se forment et se déforment. Donc il y a peut-être un peu plus d'opportunités en live de ce côté-là. On passe sur le Grand Prix de Fourmies.
Est-ce que tu as su? J'ai vu tes infos, malheureusement, je les ai loupées. D'accord. Ah ouais. Je l'ai vu 10 minutes trop tard. Je terminais de manger à la suite de mon déménagement et j'ai totalement pas vu. C'est vrai que j'aurais pu venir te voir en privé aussi. Hein. J'aurais pu. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, alors voilà. C'est pas grave parce que de toute façon, je suis parti sur autre chose. D'accord, ok. Donc ce Grand Prix de Fourmies qui traditionnellement se termine en sprint, on va dire historiquement. Hein, je sais pas, je suis remonté à 2017. Enfin, c'est sprint systématiquement. Sauf que ce dimanche il va y avoir beaucoup de vent, le temps va être assez agité, attention, vent de face pour le sprint, mais il y a quand même beaucoup d'endroits où ça pourrait péter avant. Alors donc je vais rappeler un petit peu ce qui se passe pour ceux qui ont suivi sur les réseaux sociaux. Tim Merlier était favori à 1,80. Ensuite, on avait Paul Meunier et Søren Warensholt à 10 et puis la suite des sprinters, sauf que Tim Merlier ne fait pas la course. Voilà, donc erreur des books que j'ai signalé sur les réseaux sociaux. Donc voilà, donc j'ai suivi, j'ai envoyé le bet avant le podcast parce que je savais que ça allait péter et que le temps que j'enregistre le podcast, forcément personne n'aurait pu en bénéficier. Donc on est parti sur la victoire de Paul Meunier à 10 à 0,15% de bankroll et la victoire de Søren Warensholt à 10 à 0,1% de bankroll. Hein. J'ai mis les mises finalement comme si c'était des mises avec les cotes réelles. Donc une fois que les bookmakers s'en sont rendus compte, Meunier est descendu à 2,50 et Søren Warensholt est descendu à 6. Alors je pense qu'ils sont passés à mon avis, je sais pas. Pourtant l'info en plus elle était depuis hier présente sur le site de la Soudal. Faut pas hésiter à aller voir sur les sites des équipes aussi pour avoir un petit peu les informations et effectivement dès que je l'ai sorti sur Twitter ça prend 10 minutes même pas quoi. Et puis pour répondre à ton message sur Twitter, oui, sur certaines courses, les équipes envoient en amont une pré-liste, donc c'est publié sur le site, mais elles sont parfois modifiées jusque la veille en fait. Ah oui, totalement oui, parce que oui, il y a des gens sur Twitter qui me disaient mais regarde, il est encore annoncé sur le site de l'organisation. Non, ce que vous voyez sur le site de l'organisation. Faut pas fier à l'organisation, ouais. Parce que l'organisation, faut qu'elle mette à jour quasiment continuellement, qu'à chaque fois on a des modifications de dernière minute et vraiment ça peut être jusqu'au dernier jour. Ah oui, des fois même on voit sur Pro Cycling Stats des mecs qui sont rajoutés 2 heures avant. Hein. Ça peut même arriver sur des grands tours. C'était au début de la Vuelta, je crois que c'était David Moncoutier ou Jackie Durand, je sais plus, Moncoutier je crois. Ouais, mais sur la Vuelta c'est différent parce que ça peut être des last minutes à la suite d'un accident, d'une maladie et faut faire en vitesse, tu vois. Que là c'est vraiment genre la veille. Le soir, t'as vraiment une liste prédéfini et t'es engagé pour le lendemain. Genre ça changera pas à 2 heures du départ sur ce type de course, mais ça peut changer jusqu'à 24 heures avant. Donc n'hésitez pas vraiment à aller les sources, vraiment les bonnes sources, souvent sur les sites des équipes. Il y a souvent des interviews des DS et on arrive souvent à trouver des informations vraiment voilà, moi quand j'ai lu l'interview, je vois, le DS explique qu'ils y vont avec Paul Meunier comme leader. Pas un mot sur Tim Merlier qui était pourtant annoncé sur Pro Cycling Stats, mais je pense qu'en fait les books se sont arrêtés à ça. Ils ont vu Merlier sur Pro Cycling Stats, ils ont coté en regardant Pro Cycling Stats. Derrière Pro Cycling Stats a sauté pendant plusieurs heures. Ils ont pas réajusté. Donc voilà, des values comme ça, il y en a pas tous les jours. Ça veut pas dire que ça va passer, hein. Ça veut pas dire que ça va passer, mais on part avec 2 cotes à 10 qui valent 6 et 2,5. Donc voilà, si on reproduit ce genre de move sur le long terme, il y a des parieurs qui ne jouent que comme ça. Hein. Ils jouent pas beaucoup, mais l'essentiel de leur mise sont sur des grosses values. Alors toi, Thibaut, tu pars sur quel scénario pour ce Grand Prix de Fourmies ? Un sprint aussi. Hein. Ouais. Mais avec potentiellement des surprises. D'accord. Je dirais pas que ce soit un penalty pour Paul Meunier, encore moins pour Søren Warensholt. Et puis t'as des mecs qui sont en forme, qui ont montré pas mal de choses. Donc puis moi il y en a un que je trouve sous les radars. Alors moi il y en a un troisième que je trouve sous les radars et que je vais rajouter en top 3. On va voir si c'est le même. Est-il français ? Ah non, je pars absolument pas sur Janière. Pourquoi ? Je pars sur un mec qui l'a battu et qui est aussi très fort. Et qui est dans une bonne forme et qui sera le sprinter dans son équipe, qui est plutôt assez mésestimé
par les books, mais il tourne bien en ce moment, il a la confiance. Moi, Stéphane de Scheitner, je le prendrais en vainqueur et en podium. Il est pas mal, lui. Ah ouais. Ouais, lui... 75 et 20, honnêtement. Ouais. Là, tu l'as compris, en ce moment, je suis dans un mood, je m'en fais, c'est que de la grosse. Et à chaque fois, c'est soit ça passe de peu. Donc, soit Stéphane de Scheitner va gagner, soit il va faire 4e. Mais il sera dans le tas. Non, mais c'est vrai que lui, il est chaud. Il a quoi, 19, 20 ans, sprinter de la Loto. Ah ouais. Non. Il commence à prendre une certaine dimension cette saison. Hein. Ouais. Puis je pense que c'est le genre de mec qui va vraiment, exploser pendant l'hiver. Avec le couteau entre les dents, ouais. Ouais, et qu'on va voir début de l'année. Souvent après l'hiver, on voit des mecs un peu qui arrivent à maturation. Alors, ça dit quoi au niveau des cotes chez ce garçon-là, Stéphane de... 75 et 20. 75 la victoire et 20 le top 3 ? Ouais, après, j'ai pas regardé partout, mais 75 et 20. D'accord, ok. Et bah, écoute, moi, il y aura un petit top 3 aussi dans l'histoire. Il y aura aussi un petit top 3 dans l'histoire. Ah. C'est où que t'as vu les... Chez Bruel aussi ? Patrick Bruel. Ok. Un petit 003. Ouais, ça me plaît bien. Alors moi, ce qui me plaisait chez Mimile, chez Emilien Janière, c'est que il aime bien les sprints fatigués comme ça. Quand on... Il tourne autour du pot en ce moment. Clairement. Mais ouais, là, ton petit gars, ouais, ça me plaît énormément. Il y a d'autres noms qui te plaisent. Non, honnêtement, je me concentrais sur ça. Il y a quelques trains qui sont plaisants, mais là, honnêtement, c'est vrai que Paul Magnier, je suis pas fanat dans l'absolu du train. Moi j'aime bien, moi. Peut-être de Paul, tout simple. Moi j'aime bien. Van Gestel, il fait toujours du taf. On a Lampi. Puis surtout, ils sont quasi à domicile, quoi. Conditions météo dégueulasses, quasi 200 bornes. Après, le duo aussi qui peut faire mal. Enfin, même le trio qui peut faire mal. Même le quatuor qui peut faire mal. Je trouve que Astana, ils viennent. Astana, ils viennent avec une équipe de fous, en fait. Attends, Ballerini qui vole, 16 bols, Federov qui adore ses courses dans le nord de la France, Malucelli, on n'en parle pas, Mike Tennyson, Gleb Siripsa, il y a juste l'italien que je connais mal, mais ils viennent avec une équipe. Alors là, le problème c'est que t'en as 4. En principe, pour moi, ça joue pour Malucelli, mais le truc c'est que t'en as 5 qui peuvent sprinter en vrai. Ouais, c'est comme la Q36.5, hein. Ils ont une belle équipe, hein. Un beau train. Après, le truc, c'est comment tu... Moschetti, Nizzolo, Staimle, Parisini, Tausen. Putain, ça envoie, hein. Ouais. Ça s'envoie du pâté, hein. Et dans l'histoire, le tenant du titre, Arvin de Klein, un sprint vent de face, tu vois, Plymers, Gisler, on a quand même aussi du matos, Mikutis, hein. On a aussi du matos pour le placer. Alors après, il revient de blessure, mais sur le Renault Tour, il était déjà pas pourri, donc il a eu 2 semaines de plus d'entraînement. Et vent de face, petit gabarit, ça peut être pas mal. Et donc, les Uno X, hein, moi, sur ce genre de parcours, les Uno X sont toujours assez performants. Non, mais c'est vrai que maintenant, même sur des 1.2, le niveau qu'il y a, quoi, c'est... et puis là, mais honnêtement, tu regardes tous les trains, il y a du costaud. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Ok, Thibaut. Écoute, on va rappeler donc le pic, ton pic pour ce Grand Prix de Fourmies. Donc, on rappelle que tu pars sur Stéphane de Scheitner, moi de mon côté, victoire de Paul Magnier, victoire de Soren Warenschold, et puis moi aussi je vais te suivre sur le top 3 de Scheitner. Merci. Moi je vais jusqu'à la victoire. Jusqu'à la victoire. Merci beaucoup Thibaut. C'est quoi la suite Merci à toi. La suite du programme sur Vélo Futé. On va commencer à préparer les articles des mondiaux, hein, parce que ça va arriver vitesse grand V, hein, mon cher Vincent, et puis après on va se préparer tranquillement et sûrement pour les classiques de fin de saison, dont la classique maison Paris Tour, qui aura une arrivée désormais inédite et qui va se pérenniser à travers le temps, puisqu'on dit adieu à cette mythique avenue Grandmont, c'est fini, qui était là depuis 1988. Oui, il y a des travaux
Il y a les travaux de la deuxième ligne de tram qui vont commencer du côté du boulevard qui mène à ces 800 derniers mètres de l'avenue Grandmont. Donc on va passer du côté du boulevard Béranger, avant là où il y avait mon ancien appart. Donc c'est un peu dommage, mais bon, on retrouve un peu l'essence, on va dire, de Paris Tours du côté de l'avenue Grandmont, parce qu'avant on arrivait un peu plus vers les arrêts de tram au niveau de l'avenue Jean Jaurès, de la place Jean Jaurès même, et là on va arriver quasiment devant la mairie, devant le palais de justice. Alors ça change quoi sur le profil? Ça reste assez sur plat. Sur le profil, ça reste pareil, sauf qu'en fait, au lieu que la dernière bosse soit à 10 km de l'arrivée, elle sera à 8 et quelques. Ça rajoute un peu de piment, on va dire, dans cette poursuite qui était déjà compliquée. Ah oui. Quand t'avais des fuyards, là, honnêtement, je pense que ça scelle un peu le sort de la course. Ok, parfait Thibaut. Écoute, merci pour tout. Donc on rappelle qu'on te retrouve sur ton compte X, ton compte Twitter, Thibaut Chambre. Enzo, c'est preview sur le site The Big Gear. Tes previews également à retrouver sur Vélo Futé. Et on se retrouvera un prochain coup tordu, le Tour du Luxembourg, qui débute ce mercredi. Donc voilà, le coup tordu continue. On se retrouvera mardi soir pour la preview du Tour du Luxembourg. Merci beaucoup Thibaut. Et puis merci à tous. Merci à toi. Et puis on se retrouve très très vite, et n'oubliez pas de vous abonner sur tous les réseaux sociaux du Coup Tordu, Facebook, TikTok, Twitter et Instagram. Ciao les amis. Allez, ciao.